Ce jour-là, à l'hôtel de ville de Rouen, la salle des mariages résonne d'une étrange complainte venue des antipodes. Une délégation néo-zélandaise est venue chercher l'un des siens, une tête momifiée d'un guerrier maori arrivé en France en 1875. Thank you very much for coming this morning. I can see the eyes of the world are on us this morning, and I appreciate you coming and taking interest in the return of our ancestor back to New Zealand. Discours et saluts rituels émaillent une cérémonie inhabituelle pour un temple de la République. Une cérémonie que le peuple maori attendait depuis de nombreuses années. Cette journée est donc l'aboutissement d'un long mais passionnant travail qui, en ce qui concerne la France, aura pris finalement relativement peu de temps. 4 ans, ce n'est finalement pas grand-chose si l'on considère que cela fait plus de 20 ans que la Nouvelle-Zélande a entamé des démarches pour le rapatriement de l'ensemble des têtes réparties à travers le monde. And while toi moko have been curiosities for people to enjoy, they are still our tupuna, our ancestors. Te pōriure ki te pō I o te atu kei ngā whakahuati herea. Il y a un aspect symbolique, il y a des rituels, on l'a vu, c'est extrêmement important. Et puis aussi sordide que cela puisse être dans certains cas, comme pour les têtes maoris, ça fait partie de notre histoire. Elle n'est pas très belle, que ce soit du côté occidental et aussi en partie du côté maori, parce que c'était une situation très complexe à cette époque-là. Et donc, c'est de l'histoire, il faut que nous puissions garder la mémoire de ce qui n'était pas bien et d'aujourd'hui ce qui peut être bien. Énormément d'émotions, beaucoup de bonheur aussi, de voir que finalement, parfois légiférer prend du temps. Et puis, tout d'un coup, les choses s'accélèrent et les décisions se prennent. Et aujourd'hui, on en a eu la très belle conclusion. Au XVIIIe siècle, les premiers occidentaux qui débarquent en Nouvelle-Zélande y découvrent une étrange coutume. Les guerriers et les chefs maoris arborent des tatouages sur le visage, des moko. À leur mort, ces têtes, appelées toi moko, littéralement tête tatouée, sont conservées quelque temps avant d'être inhumées, le temps que l'âme du guerrier quitte son enveloppe charnelle. Il n'en faudra pas plus pour donner envie aux colons de ramener ces têtes en Europe et en faire des objets de collection très prisés. À tel point qu'un commerce florissant va voir le jour, alimenté parfois par des têtes d'esclaves maoris, tatouées de force, puis décapitées, dans le seul but d'être vendues. For the Māori community, it's important for our ancestors to come home. It's about spiritually reconnecting with the ancestor. The body of the ancestor comes home, and so they're spiritually reconnected with their family of origin, with their place of origin, and also we believe that it's the right place for the ancestor is to be buried in Earth Mother, Papatuanuku. Mais le retour au pays de la tête maori de Rouen, dont voici une modélisation, ne s'est pas fait sans difficulté. Sa restitution a provoqué un vrai débat en France. C'est un débat qui divise le monde des musées parce que y a toujours cette crainte, cette peur de voir les musées perdre leur collection. Nous, dès le départ, les choses étaient bien claires. On était sur un cas très spécifique qui était un reste humain que l'on ne considérait pas comme un objet de collection, qui n'était pas dans cette notion d'inaliénabilité. Et puis on était sur un reste humain très précis, qui était une tête maori, qui répondait simplement à une demande des autorités néo-zélandaises et maoris depuis plus d'une vingtaine d'années. La tête maori a finalement pu être déclassée, c'est-à-dire sortie des collections publiques auxquelles elle appartenait. Il aura fallu 4 ans pour cela. En 2007, le conseil municipal de Rouen vote la restitution de la tête aux Maoris. Une cérémonie est alors organisée. Le muséum de Rouen restitue cette tête. Mais le ministère de la Culture bloque le projet et renvoie l'affaire devant les tribunaux au motif que la tête appartient aux collections publiques. Catherine Morin-Desailly, l'adjointe au maire à la culture de l'époque, pense alors à une autre solution. En tant que sénatrice, elle dépose une proposition de loi afin de permettre la restitution des têtes maoris que possèdent les musées français.
L'ordre du jour appelle maintenant la discussion de la proposition de loi visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories. J'ai souhaité m'inspirer pour cadrer la présente proposition de loi de 4 critères, retenus alors par la ville de Rouen pour motiver sa décision de restitution. Le premier est que le pays d'origine d'un peuple contemporain ait formulé la demande de restitution. Le second est que ce reste humain ne fasse pas l'objet de recherches scientifiques. Le troisième est qu'il ne soit pas destiné à être exposé ni conservé dans des réserves dans le pays d'origine, mais qu'il soit inhumé. Enfin, le dernier critère est que le reste soit issu d'actes de barbarie ayant entraîné la mort ou alors de pratiques attentatoires à la dignité humaine. Leur place n'est plus derrière une vitrine de musée, mais bien dans un cimetière. Notre commission a donc souscrit à l'initiative de Catherine Morin-Desailly en acceptant que les têtes maories sortent des collections des musées pour être remises à la Nouvelle-Zélande, et je précise bien pour être remises à la Nouvelle-Zélande. Il ne s'agit pas simplement de déclasser, c'est bien dans l'optique de rendre à la Nouvelle-Zélande. Mon groupe vote avec conviction cette proposition de loi. Le jour du débat au Sénat, le nouveau ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, vient tout juste de prendre ses fonctions. Et il va prendre position en faveur de la restitution. On ne construit pas une culture sur un crime, on construit une culture sur le respect et sur l'échange. On construit une culture sur une véritable pratique de la mémoire et on construit une culture sur le respect d'un certain nombre de procédures et de lois. Je suis profondément sensible au sujet qui nous réunit cet après-midi. Il est ici question d'éthique, de dignité humaine post-mortem, de diversité culturelle et de respect d'un système de croyances propre au peuple maori de ce qu'on appelle communément le pays du long nuage blanc. La Nouvelle-Zélande, un archipel situé à 18 000 km de la France, une population de 4 millions d'habitants, dont 15% de Maoris, le peuple originel de l'île. Catherine Morin-Desailly et une délégation de sénateurs ont fait le déplacement pour assister à la remise de la tête. Ils viennent tout juste de poser le pied au pays de la laine de mouton. On a le droit de faire ça, c'est pour dormir ou pour le dos? On commence avec les enfants et ça va jusqu'aux députés. C'est les peaux de mouton. On a le droit de venir avec ça ? L'occasion pour eux de mieux se rendre compte de la place que tient la culture maori en Nouvelle-Zélande. Au Parlement, les Maoris ont même leur propre parti. Le Maori Party a fait sécession en 2008. Il était normalement de gauche. Il est passé en alliance avec le Parti national. Ils sont 5. Ils font la majorité avec le Parti national à eux seuls. Depuis de nombreuses années, les Maoris font avancer leurs revendications, notamment le rapatriement des fameux Toimoko dispersés à travers le monde, poussant ainsi le gouvernement néo-zélandais à les réclamer depuis près de 20 ans. En France, cette demande n'avait suscité aucune réaction jusqu'à l'initiative de Rouen, puis la proposition de loi de Catherine Morin-Desailly. La Constitution a été réformée en 2008 et c'est ce qui nous a aidé aussi à faire que la loi soit votée rapidement parce qu'à partir de ce moment-là, le Parlement a pu avoir la maîtrise de son ordre du jour plus qu'auparavant. Les parlementaires néo-zélandais, qui eux peuvent modifier la loi en 24 heures, prennent conscience du travail accompli par leurs homologues français. Nous sommes très contents avec les résultats de tous les travaux. Voilà, et le Sénat a joué un rôle très important, je tiens à le dire, parce que tous les collègues ont co-signé, beaucoup ont co-signé la loi et tout le monde l'a voté à l'unanimité, quel que soit le groupe politique. C'était un objet d'intérêt, c'était aussi un test politique, d'une certaine façon, de la confiance mutuelle que les pays s'accordaient, puisque là, c'est le législateur qui était en première ligne. Je dirais que la compréhension de l'importance du geste a été immédiate. Ce 12 mai 2011, au musée national néo-zélandais Te Papa, c'est le grand jour. Au son des conques et du haka, les délégations étrangères pénètrent dans le marae, le lieu des cérémonies traditionnelles. Plusieurs têtes sont restituées ce jour-là en provenance d'Europe. Nous retrouvons Sébastien Minchin, le directeur du Muséum de Rouen.
il a en main la caisse contenant la première tête française restituée. Pendant près d'une heure, rites et incantations vont se succéder pour célébrer le retour des ancêtres au pays. Sur les 500 têtes estimées, réparties à travers le monde, une centaine a été restituée au musée Te Papa. Avec la caisse, c'est vrai qu'on ressent une appréhension et puis en même temps c'est une énorme fierté, un honneur que m'ont fait les Néo-Zélandais et les Maoris, puisque j'ai pu porter la caisse contenant la tête maori du Muséum de Rouen. Donc c'était un grand moment. Cette loi de restitution des têtes maoris marque aussi et surtout une nouvelle étape dans notre pays pour une réflexion plus rigoureuse et aussi plus transparente en France sur la question des restes humains. Les délégations allemandes, suédoises et françaises se succèdent au micro, interpellées par des chefs de tribus maoris. Des restes humains dont l'importance pour les Maoris apparaît plus clairement pour l'observateur étranger. On voit bien que c'est le retour des ancêtres vers leur mère patrie et que ce retour va permettre aux ancêtres de trouver la paix. Donc ce qui confirme bien que l'argument qui était mis en avant dans la loi, à savoir que ce n'étaient pas des objets d'art, en tout cas nous les concevons en Europe comme des objets d'art, mais ce sont bien des restes humains, les restes de leurs ancêtres qui vont être, on l'a vu, enterrés dignement selon les coutumes maoris. Eh bien, c'est un argument qui était tout à fait justifié. En France, la restitution des têtes maoris a suscité de nombreuses craintes au sein du milieu de la culture. Alors que les partisans s'appuyaient sur les lois de bioéthique pour justifier le déclassement de ces restes humains, les opposants, eux, se basaient sur le caractère inaliénable des biens constituant les collections publiques. En tant que propriété de la nation, ils ne peuvent être ni vendus, ni donnés, ni détruits sans avoir été déclassés au préalable. C'est vrai qu'un retrait des collections publiques est toujours un événement à la fois bien évidemment très rare et qui est contraire ou difficile à percevoir pour l'ensemble d'un corps qui fonctionne sur l'inverse, sur l'acquisition et non pas sur la dépossession. L'affaire des têtes a mis à mal les fondements de la conservation des collections publiques. Pour certains, comme l'ancienne ministre de la Culture Christine Albanel, le déclassement doit être envisagé avec beaucoup de précautions. On voit bien le pourquoi des demandes, on voit bien souvent que certaines demandes paraissent justifiées, et en même temps il faut faire très attention parce que si on commence à entrer dans la logique de la restitution, eh bien, on peut être amené à vraiment appauvrir et même amputer une part de nos collections. Leur principale crainte, que ces restitutions en amènent de nouvelles. Si certains pays ont obtenu gain de cause, pourquoi d'autres ne seraient pas légitimes à en faire autant ? Pour Jacques Rigaud, auteur d'un rapport sur l'inaliénabilité des collections publiques, la crainte des musées est compréhensible. Ils sont inquiets devant les risques de l'opportunité politique pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec la culture, dans le cadre d'un G20 ou d'un G8, aller savoir ce qui peut se passer et ce que des hommes d'État désireux d'obtenir un accord sur une question très précise, etc., seraient éventuellement prêts à lâcher sur des questions culturelles, etc., d'autant plus que la génération actuelle des grands dirigeants politiques ne brille pas par sa sensibilité culturelle. Un usage des collections nationales à des fins diplomatiques, c'est justement ce qui s'est passé à Séoul en novembre 2010 avec l'affaire des manuscrits coréens. Nicolas Sarkozy promet alors leur retour en Corée du Sud sous la forme d'un prêt renouvelable, une sorte de restitution déguisée.
Le rapatriement de ces textes et dessins décrivant des rituels sacrés dérobés par la France sous Napoléon III a été fêté comme un événement national par les Coréens. La promesse datait de François Mitterrand. À l'époque, elle avait permis la vente du TGV aux Coréens. Cette crainte de nouvelles demandes, argument principal des opposants aux restitutions, avait été évoquée à l'occasion du débat parlementaire. Je ne nie pas toutefois les craintes que la démarche initiée par notre collègue peut susciter, en particulier celle d'une dérive vers une pente glissante, entre guillemets, suscitant des revendications de nature à mettre à mal notre patrimoine naturel. On a bien vu qu'il n'y a pas eu une pléthore de demandes depuis le dossier abouti de la Vénus Hottentote en 2002. Les mêmes craintes, effectivement, s'étaient déjà exprimées à ce moment-là. 7 ans avant les têtes maories, une loi similaire avait été votée pour permettre la restitution de la dépouille de la Vénus Hottentote à l'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, la Vénus Hottentote! Cette femme noire, exhibée comme une bête de foire en Europe au XIXe siècle, avait fini ses jours en France. Son squelette était depuis conservé au musée de l'Homme. C'est assurément dans la forme et le grand développement des mâchoires que l'on trouve le plus de ressemblance entre cette Hottentote et l'orang-outan. L'affaire de la Vénus Hottentote avait déjà fait débat, les opposants au texte craignant de voir les demandes de restitution se multiplier. Mais selon la direction des musées de France, aucune augmentation de ces demandes n'a été constatée récemment, suite à ces 2 cas de restitution. Retour en Nouvelle-Zélande au musée Te Papa. Pour l'équipe en charge des rapatriements des Toimoko, un long travail de recherche va débuter. There's many aspects of the moko that we're investigating. One is the design, the location on the head. Le moko, véritable carte d'identité du Maori, devrait permettre d'en savoir plus sur son histoire. Il va être décrypté par un expert. What we hope to achieve in the future is from the moko design is we understand this area of the moko may be unique to certain people or certain tribes, so we're concentrating on those areas of the moko as of interest. Maybe also this part, there may be some unique features in this part of the moko as well that might give us some information about which part of the country they come from. And there is a difference with the post-mortem tattoo? Yes, also, I mean, there's a number of us that have seen post-mortem tattooing, and it's quite obvious that some of them are post-mortem. And so those tattoos would have been put on after the person was deceased, and so it may have been done by a Māori or it may have been done by someone overseas to make the, I suppose, the toi moko more available for sale overseas. L'enquête devrait permettre de dater la tête maori, de déterminer son rang social, mais aussi son âge et sa tribu d'origine. Elle pourrait prendre plusieurs mois. C'est du Quai Branly que devrait partir la vingtaine de têtes maoris détenues dans les collections publiques françaises. Des têtes qui seront restituées à l'issue d'une exposition consacrée aux Maoris. Une manière d'accompagner un départ qui, s'il n'a pas forcément été souhaité, est désormais une obligation légale. Détricoter en quelque sorte cette épaisseur historique est toujours quelque chose qui inquiète. D'un autre côté, les conservateurs sont des citoyens. En l'occurrence, la loi a été votée à l'unanimité. Elle a été votée surtout comme une sorte d'acte de gouvernement, c'est-à-dire que la loi ne motive pas, elle dit la France a décidé de restituer. Et dans ces conditions, ça ne pose aucun problème parce que les musées ne sont pas propriétaires de leurs collections. Les collections appartiennent à l'ensemble de la nation. Que la nation désire, dans un geste politique parfaitement compréhensible et parfaitement respectable, de donner satisfaction aux Néo-Zélandais et aux Maoris en opérant cette restitution, est quelque chose que nous comprenons très bien et il n'y a vraiment eu aucun problème au sein de l'équipe de conservation. Ces restitutions ont néanmoins eu le mérite de mettre en lumière les questions concernant le statut des restes humains. Nous avons
peu de restes humains dans les collections. Nous avons quelques momies péruviennes, c'est à peu près tout ce que nous avons comme véritables restes humains. Nous avons par contre de très nombreux objets qui intègrent des éléments ou des fragments de restes humains. Ce n'est pas tout à fait la même chose lorsqu'il s'agit d'un individu dont le corps a été préservé en quelque sorte à son insu, ou de fragments du corps humain qui ont subi un traitement social, en quelque sorte culturel, comme il en existe dans toutes les sociétés. Retour à Rouen, au Muséum d'Histoire Naturelle, là où tout a commencé. Nous retrouvons Sébastien Minchin. Il a reçu de nouvelles informations en provenance de Nouvelle-Zélande. L'enquête sur l'identité de la tête a avancé. Ce que nous dit Marc Coppois, donc le tatoueur maori, c'est qu'il y a des éléments déjà qui peuvent ressortir sur le fait qu'on a très certainement un grand chef maori par les indications qui sont ici, que c'est sans doute quelqu'un qui était important, mais dont le père n'était pas mort puisque cette partie-là n'est pas remplie, ainsi que celle-ci. Donc à la mort donc, de cette personne, son père devait toujours être vivant. On est sans doute sur quelqu'un d'assez jeune, mais qui était déjà important et qui avait déjà une influence du point de vue hiérarchique, qui était sans doute un guerrier. On n'a certes plus la tête au sein du musée. On a maintenant fait des modélisations 3D, fait des dessins, fait une étude à l'échelle. Et ces éléments-là, en fait, vont être plus importants en termes d'information que la tête par elle-même. De nouveaux éléments que le muséum va mettre en valeur dans ses vitrines consacrées à l'Océanie. Des vitrines où l'on trouve une proue de pirogue maori. Celle-ci, il n'a jamais été question de la rendre, même si les Maoris, eux, l'auraient bien voulu. Ici, vous êtes sur un objet de collection. Et la loi française et le principe d'inaliénabilité nous empêchent de faire cette restitution. Voilà. Contrairement à la tête maori où on était parti sur le fait qu'on était sur un reste humain et pas un objet de collection. Et que du coup, les choses pouvaient être envisageables. La tête maori restituée, d'autres questions demeurent. Pour s'en rendre compte, Sébastien Minchin nous emmène dans les réserves du muséum. Des crânes humains, une momie d'enfant, des fœtus dans du formol. Plus étonnant encore, cette tête réduite de Jivaro, une tribu amazonienne connue pour empailler les têtes de ses ennemis après un savant processus de réduction. Celle-là, on ne sait pas. Alors celle-là, on ne sait pas. Celle-là, elle va faire partie justement dans quelques semaines d'une étude justement pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Voir si on est sur une tête de singe ou sur une tête humaine. Outre la question des restes humains, l'affaire des têtes maoris a mis en lumière les différences de perception que peut susciter une même œuvre. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup d'œuvres, il y a un au-delà de la valeur financière ou purement esthétique. Que l'art correspond, enfin l'art sous ses différentes formes, correspond chez l'être humain à un élan, à une angoisse, à une aspiration qui ne se réduit pas à des dimensions purement matérielles ou terrestres. La loi prévoit qu'une commission sera chargée de réfléchir à ces questions. Elle aura aussi à se prononcer sur les futures demandes de déclassement. La Nouvelle-Zélande, de son côté, continue son long travail de rapatriement des têtes tatouées. Sur 500 disséminées aux quatre coins du monde, une petite centaine a déjà été rendue. Elles seront inhumées dans leur région d'origine ou dans un lieu de mémoire qui leur est réservé. Comment